passer la parole maintenant aux différents intervenants de cette table ronde que je présente rapidement. Fanny Lethier, qui est co-dirigeante, co-fondatrice de Généo. Alors, Fanny Lethier a un parcours assez particulier, mais elle n'est pas la seule sur cette table ronde. Hauts fonctionnaires. On a regroupé de ce côté-là de la table ronde les 3 anciens élèves de l'ENA, comme ça on fait simple. Cette école qui a disparu. Bon. Sous votre mandat, d'ailleurs. Pas tout à fait? Ah, c'était après. Oui, c'était après. Très bien. Ouf. En tout cas, Fanny Lethier est une ancienne élève de l'ENA, ancienne du Trésor. Vous avez été responsable du CIRI, le comité interministériel de restructuration. Vous avez participé au sauvetage de plusieurs centaines de milliers d'emplois. Et vous avez, après un passage en cabinet ministériel, puis chez BPI-France, décidé de fonder votre entreprise, qui s'appelle Généo, et vous allez nous expliquer tout à l'heure ce que c'est. Bertrand Badré, vous aussi, haut fonctionnaire, vous aussi, ancien de l'ENA, inspecteur des finances, vous avez travaillé avec Jacques Chirac dans son cabinet, vous avez été directeur financier de la Banque mondiale, après être passé par la Société Générale et le Crédit Agricole, et vous avez lancé un fonds d'investissement qui s'appelle, et vous nous expliquerez d'où vient le nom exactement, même si j'ai une petite idée, Blue Like an Orange Sustainable Investment. Philippe Augier, vous êtes donc le régional de l'étape. Et le roturier de l'éducation. Prenez votre micro. Et le roturier de l'éducation, disais-je. Oui, mais vous avez quand même un parcours exceptionnel dans la politique, d'ailleurs, où vous avez été un membre actif des jeunes républicains, des républicains indépendants. Ça vous dit peut-être pas quelque chose, mais c'était quelque chose de très important. Des républicains indépendants. Indépendants, voilà. Oui, pas les républicains d'aujourd'hui. À un moment où on célèbre, il y a très peu de temps encore à Bercy, une cérémonie en hommage à Valéry Giscard d'Estaing, la césure entre le moment où il était ministre des Finances et le moment où il est élu président de la République, donc en 1974. Vous avez fait une carrière exceptionnelle dans l'univers du cheval. Alors je vais assez vite, mais vous êtes une des stars du cheval en France et aujourd'hui, patron du PMU, ce qui avait fait dire à Édouard Philippe, lorsqu'il vous a décoré récemment, que vous étiez passé de l'UMP au PMU. Ah non, pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Il a reconnu que le PMU était un pari gagnant, alors que l'UMP était un parti perdu. Oui, je n'ai pas voulu être aussi cruel. Vous êtes maire de cette ville qui nous reçoit, cette ville magnifique. Comment est-ce qu'on gère une ville? Alors, Édouard Philippe a parlé du risque pénal. Je suppose que vous vivez aussi ce risque pénal. Mais comment est-ce qu'on gère une ville? Alors, c'est peut-être un peu résumé, mais une ville assez petite à l'échelle des grandes villes et des grandes métropoles de la France, mais une notoriété immense. Comment est-ce qu'on gère à la fois cette contradiction, ce paradoxe, et le fait que vous avez une ville qui est un lieu de passage, de flux, de tourisme, et probablement de grands risques? Alors, avant de vous répondre, je voudrais dire à quel point je trouve absolument formidable le thème qui a été choisi pour ce congrès, qu'on a le plaisir d'accueillir chaque année et que j'aurai, j'espère, le plaisir d'accueillir à nouveau l'année prochaine, en invitant évidemment le maire du Havre avec le plus grand plaisir. Et donc, alors comment est-ce qu'on gère? C'est compliqué parce que, Édouard Philippe l'a rappelé, on a une multitude de plans de prévention des risques. Je suis désolé de rappeler à Édouard aussi que c'est Jacques Chirac qui nous a collé le principe de précaution dans la Constitution, qui n'a pas forcément arrangé les choses de ce point de vue-là. Et quand on accumule les plans de précaution, on se rend compte qu'on ne peut plus beaucoup bouger et que souvent, les hommes qui sont investis dans la vie publique perdent le sens de l'audace, perdent le sens de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Et on voit bien qu'il y a une espèce de précaution permanente qui nous coince. Alors, on avait beaucoup de plans de précaution, de prévention, mais alors, précisément, pas celui qui concernait ce qui nous est arrivé.
c'est-à-dire l'épidémie, la pandémie, et il a fallu répondre. Alors, en toute modestie, je dirais que c'est plus facile de répondre dans une petite ville que dans une grande ville ou que dans un pays où il faut réorganiser la totalité des services. Dans une petite ville, les services sont plus agiles, plus flexibles, et on a pu très vite s'organiser, je dirais, même si, évidemment, certains services publics ne pouvaient plus être rendus, et on a essayé d'y faire face. Alors, il y a cette crise-là, mais il y en a beaucoup d'autres, et des risques auxquels les petites collectivités publiques ne sont pas préparées du tout. Je pense par exemple au risque de la mise en route de la cybersécurité. Peu de collectivités publiques y pensent aujourd'hui et peuvent s'organiser. Ici, on a mis très vite en place, quand les collectivités publiques ont pu avoir leur réseau de fibres, on a été une des premières collectivités, intercommunalités, à avoir notre réseau de fibres, et on a créé un réseau, une boucle locale entre les mairies, entre les différents services publics, de façon à se sécuriser à l'égard de toute attaque possible. Édouard y a fait référence aussi, le risque judiciaire qui fait fuir un nombre de personnalités qui pourraient servir utilement la collectivité et qui, voyant ce qui se passe en matière de risque judiciaire, fuit la prise de responsabilité. Et ça, c'est vraiment une des choses très fortes. Il y a un nouveau risque dont on parle très peu, c'est le risque fake news sur les réseaux sociaux. C'est extraordinaire. Ça aussi, c'est un risque qui est alors c'est avant tout un risque psychologique, mais ou réputationnel. C'est dans ce sens-là que je disais psychologique, réputationnel, et voire pénal aussi, puisqu'il suffit d'engager quelques pseudo-vérités. Et puis il y a celui évidemment. Alors le risque sanitaire, maintenant, on y est préparé, et on a essayé de mettre en place des systèmes. Il y a Voilà, donc dans une petite ville qui dispose, alors évidemment, quand on a une grande notoriété, on pense qu'on a beaucoup de moyens. Ce n'est pas forcément le cas. Et même si on voit, si on voit les risques venir, si on est prêt à les anticiper, ce n'est pas toujours facile de mettre en place les systèmes qui permettent d'y répondre. En tout cas, déjà, si on y est prêt psychologiquement, c'est plus facile. Moi, j'ai débuté dans la vie publique avant les étapes que vous avez citées, en participant à un livre qui était mené par un leader politique de l'époque, et qui disait « On est en train de vivre une multitude de révolutions scientifiques, et le politique n'a rien prévu face à ces révolutions scientifiques. » C'était le moment de la révolution informatique, cybernétique, biologique, etc. Il n'y avait pas de comité d'éthique, alors qu'on se préparait à avoir les bébés éprouvettes, les clonages, etc. Aucun comité d'éthique. C'est-à-dire qu'il y a à avoir une réflexion politique, et j'ai adoré la façon dont Édouard a ouvert cette séance, c'est-à-dire qu'il faut se poser les questions. Il faut se poser les questions, il faut dépasser ce débat politique, dirais-je, décevant, même souvent affligeant, pour essayer de se poser les vraies questions de l'avenir. Et je crois que la question du risque, sous tous ses aspects, dans tous les domaines, est une question absolument majeure. Alors après, il faut décliner. Alors évidemment, si on part d'un village de 3500 habitants qui est Deauville, c'est pas forcément là qu'on trouvera toutes les solutions, mais en tout cas, il faut se poser ces questions-là, et c'est ce en quoi je trouve que ce débat d'aujourd'hui est très important. 3500 habitants, combien le 14 juillet ou le 12 juillet? Alors les week-ends, c'est 8-10 000, et qui dorment, hein, qui se posent ici, et le 14 juillet, c'est 25-30 000. Voilà. Mais ils viennent pour voir le Havre vu de l'autre côté de l'eau. C'est ça. Ouais. Quand on peut le voir, parce que la météo... Pardon. On dit à Deauville qu'on voit le Havre plusieurs fois par jour, c'est ça? Oui, mais on voit toujours le Havre. Alors, oui. De la météo, passons au PMU, parce que est-ce que vous trouvez une analogie entre la gestion d'une commune et une entreprise comme le PMU, et en particulier dans l'observation des risques tels que vous l'avez exposé?
Bon, moi, je gère mon village et ma petite commune comme une entreprise. Donc, je ne vais pas chercher à comparer. Mais le PMU, c'est d'autres risques. Alors, comme le PMU, c'est le jeu, et que c'est quand même une passion largement partagée par des millions et des millions de personnes, c'est le risque de l'addiction, c'est le risque de la triche, c'est le risque... Voilà. Alors ça, on a appris, et puis il y a des autorités de régulation maintenant qui essaient de gérer ces risques. Voilà. Donc la comparaison entre Deauville et le PMU, enfin, Deauville vit... Cybersécurité. Alors, cybersécurité, c'est une préoccupation permanente au PMU, et le service informatique me disait récemment que on rejette par jour plusieurs centaines de mails qui présentent des risques de pénétration du système. C'est une informatique énorme, hein, le PMU. Dans les pics de Paris, on prend jusqu'à 2000 paris à la seconde. Il y a 13 000 points de vente, donc ça va très très vite. Et là, on se rend bien compte que tout peut arriver. Mais là, on est très prévenu, et la prévention est pour l'instant efficace. Donc on ne peut pas tricher. Il n'y a pas beaucoup de domaines où l'invention humaine ne peut pas arriver jusqu'à la triche, et donc il faut s'en prévenir. Merci beaucoup. Fanny Lethier, racontez-nous un peu qui vous êtes, ou en tout cas ce qui vous a donné l'idée ou l'ambition de quitter une carrière formidable dans la fonction publique pour vous lancer dans les affres de l'entrepreneuriat et de la création d'entreprises. Merci beaucoup. Bonsoir à tous. Oui, c'est vrai que vous avez rappelé mon parcours et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le thème de cette table ronde qui était comment prendre des risques pour contribuer à bâtir une économie résiliente et durable. Et c'est vrai que prendre des risques, c'est pertinent si quelque part en face il y a des opportunités à concrétiser, si finalement la balance entre le risque pris et le résultat potentiel est jugé équilibré et intéressant. Et dans certaines situations de ma vie professionnelle, il m'est apparu que finalement, et c'est un peu ce qu'a dit le Premier ministre, parfois le plus grand des risques est de ne rien faire. Et vous savez, quand on est entrepreneur et qu'on voit qu'en fait il y a un problème à résoudre et que si on ne fait rien, on va dans le mur, et ben, il faut se lancer et créer son entreprise. Et c'est ce que j'ai voulu faire justement sur une des multiples briques qui contribuent à bâtir une économie résiliente et durable. C'est tout ce tissu de PME, ETI que l'on a en France et qui, à mon sens, va jouer un rôle essentiel dans les prochaines années pour construire cette économie résiliente et durable. Les PME ETI, aujourd'hui, c'est 75% des emplois en France et c'est 300% de la création nette d'emplois. Les entreprises de taille intermédiaire, c'est 5000 entreprises, moins de 2% des entreprises françaises. Entre 2009 et 2016, elles ont créé 300 000 emplois, pendant que les grands groupes en détruisaient 100 000. Et la tendance va se continuer, puisque l'empreinte France des grands groupes est très surpondérée France par rapport à leur empreinte mondiale. Et donc l'érosion est assez naturelle. Là où les ETI, ancrés dans nos territoires, et Dieu sait qu'il y en a beaucoup en Normandie, ont un potentiel énorme de création de valeur et de création de l'emploi. Mais pour faire ça, eh bien, au quotidien, ça veut dire prendre des risques. Au quotidien, ça veut dire effectivement comment je m'adapte aux transformations permanentes, technologiques, concurrentielles, environnementales, sociétales qui me traversent. Comment je traverse les cycles économiques, comment je m'adapte au changement du monde du travail et en permanence, c'est bouger et prendre des risques. Et la finance, qui est là pour rendre possible ces rêves entrepreneuriaux, pour faire en sorte que ces entreprises doublent, triplent de taille et du coup créent les emplois. Je rappelle qu'un emploi créé dans une ETI, c'est 3,5 emplois créés dans l'économie par l'effet d'entraînement sur l'écosystème local. Eh bien, il faut que la finance soit capable d'accompagner cette prise de risque. Et il m'a semblé, après 10 ans au ministère des Finances, après 6 ans au comité exécutif de BPI France, qu'il manquait quelque chose dans les outils qui existaient, une nouvelle forme de capital investissement qu'on a appelé le capital entrepreneur.
L'idée, c'est quoi? C'est effectivement en fait, de se dire que finalement, le plus grand des risques est de ne rien faire. Et ce qui compte une fois qu'on a décidé de le faire, eh bien, c'est l'exécution. Le risque d'exécution, il est toujours majeur et l'accompagnement est indispensable. Et pour cela, la finance doit se transformer pour devenir une finance positive, une finance qui ne bride pas, mais une finance qui rend possible avec un risque maîtrisé. Alors, c'est notre raison d'être, mettre à disposition de l'économie réelle une finance positive, et on l'a théorisée. Cette raison d'être, on l'a inscrite dans nos statuts. On a un comité des parties prenantes qui nous monitore dessus. Et elle a 4 composantes que je peux jeter au débat de la discussion, mais qui est d'abord une réflexion sur le temps. Est-ce qu'on peut maîtriser le temps ? Quand on est un fonds d'investissement qui raisonne à 5 ans, on ne maîtrise pas du tout le temps. S'il y a un retournement conjoncturel, on se le prend pleine poire. S'il y a des opportunités à saisir, on ne peut pas toujours les prendre, on est pris dans le carcan du temps. Et donc maîtriser le temps, pour nous, ça a été se dire osons le long terme. Dans un monde où tout nous pousse à l'urgence, politique, économique, financière, ben finalement, peut-être que le plus audacieux, c'est de penser long terme, mais peut-être que le plus performant aussi, c'est de penser long terme. Et donc c'est une société d'investissement qui a 99 ans de durée de vie renouvelable. C'est des modèles qui existent aux États-Unis, c'est des modèles qui existent en Scandinavie, qui sont très peu développés en France. Pourquoi ? Parce que l'approche du risque par le régulateur, en fait, rendait ça difficile. Eh bien, on l'a fait, on s'est lancé, on a levé 300 millions d'euros en 2 ans et demi. Donc, c'est possible d'être performant et d'être long terme. Et c'est ce qui fait que les sociétés dans lesquelles on a investi sont performantes parce qu'aujourd'hui, elles ont déjà doublé ou triplé de taille en 2 ans. Le deuxième point pour maîtriser le risque d'exécution, c'est le capital humain. Et c'est un peu le nerf de la guerre, de vraiment doter ces entreprises de ressources humaines adaptées pour l'exécution. Parce que des gens qui ont des belles stratégies, il y en a plein, des dirigeants brillants, il y en a énormément. Mais l'exécution, c'est l'affaire en fait d'un commando qui est composé de l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise et même de l'ensemble de ses parties prenantes. Et c'est le capital humain qui sera au travail pour exécuter dans des conditions de risque maîtrisées. Le troisième point, c'est repenser le partage de la valeur. Si on veut une économie résiliente et durable, il faut se poser la question du partage de la valeur. Et dans mon secteur, la finance a beaucoup été accusée de concentrer la valeur. Donc comment on aligne toutes les parties prenantes en termes d'intérêt pour que tout le monde ait intérêt à la croissance, pour que cette croissance soit durable et que chacun s'y retrouve ? Parce que si la richesse est concentrée dans les mains de quelques-uns, au bout de 3-5 ans, ce n'est pas OK pour les autres parties prenantes et l'aventure s'arrête là. Et donc, on pense l'actionnariat salarié, évidemment. On pense la répartition de valeur sur toute la chaîne de valeur de l'entreprise, avec les clients, avec les fournisseurs. Et le fonds reverse une partie de ses gains à un fonds de dotation qu'il rend au territoire, ce que le territoire, partie prenante s'il en est, a contribué à créer. Et puis le quatrième point, si on veut faire une économie résiliente et durable, eh bien, c'est évidemment de rechercher un impact positif sur le monde. Et le constat que l'on fait, c'est qu'il y a ici urgence. Et que c'est peut-être le plus grand risque de ne rien faire sur ce sujet-là, et qu'il est peut-être trop tard pour juste se contenter de ce qu'on appelle la RSE, parce que la responsabilité sociale d'entreprise, initialement, elle a plutôt été pensée pour dire qu'en fait, si on avait une activité qui dégageait des externalités négatives, il fallait s'organiser pour les réduire. Et aujourd'hui, on voit bien que ça ne suffit plus. On voit bien que le réchauffement climatique, il est là, que les crises sanitaires sont liées également aux évolutions et au bouleversement environnemental, que le monde du travail est en crise et qu'il va falloir passer à autre chose. Et autre chose, c'est se dire comment, au-delà de ça, je peux repenser le positionnement stratégique de mon entreprise, mon offre produit, mon offre service, comment je peux innover pour l'impact positif. C'est-à-dire comment, en fait, je prends des risques, finalement, et j'innove pour essayer d'avoir directement un impact positif sur le monde. Alors, ce n'est pas facile. Quand on est une entreprise qui a 100, 200 ans d'âge, quand on est dans l'industrie, effectivement, et qu'il faut se transformer pour l'impact, c'est une prise de risque considérable.
pour le chef d'entreprise. Et c'est vrai que là aussi, il faut que la finance bouge, parce que si être fonds à impact, c'est financer uniquement ceux qui, par nature, en fait, contribuent parce qu'ils sont dans les secteurs qui vont bien, santé, éducation, etc., on va mettre en danger notre économie. Parce qu'aujourd'hui, notre économie a besoin d'industrie, parce que c'est l'industrie qui tire les services, ce n'est pas l'inverse. Et donc, il faut bien, en fait, qu'il y ait des fonds qui se positionnent sur ces entreprises de l'économie traditionnelle, voient le potentiel d'impact et les aident pour cette transformation. Ce n'est pas facile dans le contexte réglementaire qu'on connaît. On voit que la Commission européenne considère que les fonds d'impact, c'est des fonds très sectoriels. Et donc, il va falloir agir au niveau européen pour faire en sorte que ça puisse être possible. Mais si on combine tout ça, la maîtrise du temps, le capital humain, le partage de la valeur et l'impact positif, notre conviction, c'est qu'on peut faire des grandes aventures de croissance fortes et durables. Et donc, je reviens sur le premier point. Le premier point, c'est finalement de se dire que la clé de tout ça, c'est vraiment d'arriver à prendre du recul sur le risque, de ne pas considérer le risque isolément, parce que sinon on ne fait rien. Et pendant qu'on ne fait rien, il y a des Chinois, des Américains qui prennent les marchés. Le risque, ce n'est pas ne rien faire parce qu'on est tétanisé par les transitions sociétales, mais c'est effectivement se faire accompagner pour se transformer, pour être encore là demain, parce que pour nous, la disruption sociétale, elle ira plus vite que la disruption digitale. Et tout ça, ça n'est possible que si on est long terme et si on superpose le court, le moyen et le long terme. Donc voilà, prendre des risques, c'est surtout éviter de ne rien faire. Merci beaucoup. Merci Fanny Lequier. Avant de nous passer la parole, Bertrand Badré, je prends au passage une question qui a été posée par SMS que j'adresse aux deux maires. Est-ce que vous avez mis en place dans vos mairies des comités de risque? Avec le micro. Oui, alors d'abord, il y a une obligation légale sur un certain nombre de risques, notamment les risques climatiques et les risques technologiques. Alors, on a l'obligation légale d'élaborer un plan, pas forcément d'avoir un comité. Mais pour élaborer un plan, autant avoir un comité de gens qui sont concernés et pas seulement faire ça entre élus. Alors, réponse oui, mais pour l'instant, on n'a pas dépassé cette obligation légale et je pense qu'il y a beaucoup d'autres risques qu'il faut qu'on prenne en considération. Je crois l'avoir fait comprendre tout à l'heure. Bien sûr. Édouard Philippe? J'ai presque la même réponse que Philippe Augier. Il y a en effet toute une série d'obligations, mais qui sont d'ailleurs là aussi finalement pas complètement propres à la puissance publique. On doit prendre en compte dans des démarches qui sont très, très longues, très partenariales avec les collectivités, avec les associations, avec les populations, avec les entreprises, toute une série d'éléments généraux et particuliers, de réponses, de gestion de crise. Donc ça fait des documents qui sont très lourds et ça fait probablement d'ailleurs des documents qui sont un peu trop lourds, parce que le problème d'un processus de gestion de crise qui est extrêmement écrit et très très lourd, c'est qu'assez vite, plus personne ne le connaît. Donc c'est contre-productif. Non, ça peut l'être. Non mais attendez, parce que je sais pas ce que je dis. Je dis juste que la question n'est pas de savoir si c'est contre-productif, la question c'est de savoir si c'est efficace. Et ça, on le sait peu. Et si la coordination. Et donc, il y a une chose qui est très importante, s'agissant des risques technologiques, c'est les exercices. Et en fait, c'est vrai, là aussi c'est vrai partout, c'est pas propre à la puissance publique, mais dans une mairie, le risque n'est jamais aussi bien pris en compte que si, à intervalles réguliers, il y a des exercices qui sont organisés. Parce que les dispositifs réglementaires sont très complets, mais on est capable de faire des murailles de papier. Merci beaucoup. Bertrand Badré, Blue Like an Orange Sustainable Investment. Pourquoi cette marque et quel est votre métier? Alors, ça m'oblige à faire un tout petit peu d'histoire personnelle. Vous avez rappelé que j'ai été au cabinet de Jacques Chirac il y a une vingtaine d'années, où je travaillais avec Michel Cantu, qui avait quitté le Fonds monétaire international et qui, avant, m'avait demandé de travailler avec lui sur un sujet passionnant qui était le financement de l'accès à l'eau dans le monde. C'est comme ça que je suis tombé dans la marmite du développement durable.
Et ça aboutit en fait à un livre qu'on a appelé Eau, que j'ai signé avec Michel Cantu. Et je ne savais pas très bien comment commencer le livre, et j'ai eu des espèces de réminiscences de ce poème de Paul Éluard appris à l'école, La terre est bleue comme une orange, et assez bêtement, j'ai écrit « La terre aurait dû s'appeler mer car elle est bleue comme une orange ». J'accélère 15 ans plus tard quand je crée mon entreprise. Pendant 3 mois, j'appelle ça Projet X. En fait, Projet X, c'était pas très excitant. À un moment donné, il faut que je trouve un nom. Et ça peut, voilà. Merci, je n'osais pas. Et donc, j'ai une espèce de réminiscence en me disant bleu comme une orange, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, pour ceux qui connaissent le poème, il est compliqué à déchiffrer. Enfin, je ne sais pas très bien ce que Paul Éluard avait fumé quand il l'a écrit, mais en tout cas, c'est un poème qui est magnifique. Et l'idée, en 1929, de penser que la Terre serait bleue vue du ciel, c'était on n'en savait rien. Et l'idée, le bleu est la couleur du durable. Et j'adore cette image de la planète comme une orange, parce qu'à la fois, c'est un fruit très riche, c'est le fruit de l'énergie, de la vitamine, et en même temps, c'est très fragile. Et donc voilà. Et alors, au cœur de votre modèle, le modèle de l'entreprise, c'est quoi? Non, je finis juste sur le nom, parce que quand j'ai posé la question à mes premiers investisseurs, ils m'ont dit c'est une très bonne idée, parce que ton nom est tellement bizarre que tu peux être sûr que ce sera toujours la première ou la dernière question qu'on te posera. Donc merci Nicolas d'avoir commencé. Je continue à être à 100% de première ou dernière question. Oui. Alors, mais heureusement, ce n'est pas la dernière. Vous pouvez répondre à la suivante. Absolument. Donc le modèle, donc moi j'ai eu la chance ou la malchance en fait de voir les transformations de la finance depuis une quinzaine d'années. J'étais en charge des finances du Crédit Agricole, 2000 milliards au moment de la faillite de Lehman Brothers. Donc j'ai vu le système s'effondrer sous nos pieds. Enfin, on est passé, on peut se le dire maintenant, on est passé à 2 doigts de la catastrophe complète. Tout le monde ici, dans cette salle, certains ont vu ça de près aussi. Et quand je suis passé à la Banque mondiale, j'ai à la fois participé aux travaux, notamment dans le cadre du Financial Stability Board, de réforme ou de non-réforme d'ailleurs du système financier international, et puis de travaux sur tous les engagements qu'on a pris en 2015. Parce que l'élan dont on parle aujourd'hui, en fait, il a été choisi déjà, on a un petit peu oublié, mais on a collectivement, tous les États de la planète se sont engagés en 2015. Alors les accords de Paris sur le climat sont les plus connus en France, mais quelques mois auparavant à New York, on s'était engagé sur les objectifs de développement durable. C'est le pins que j'ai ici. Et l'idée, c'est d'avoir une économie inclusive, résiliente et durable. Donc ça, c'est la feuille de route planétaire. Quittant la Banque mondiale, j'ai fait ce qu'on fait parfois dans ces cas-là. Je suis dans un think tank, j'habitais Washington, je suis dans un think tank à Washington, et j'ai essayé de réfléchir à est-ce que le système est équipé pour nous amener naturellement dans cette direction inclusive, résiliente et durable. Ça fait un livre qui s'appelait Can Finance Save the World, un titre un peu provocateur. À part dans cette salle, je pense que vous posez la question dans la rue, 100% des gens vous disent si déjà la finance arrêtait de ruiner la planète, ce serait bien, alors sauver, n'en demandez pas trop. Et ce livre sortant, plusieurs personnes m'ont dit écoute, c'est sympa que tu écrives des bouquins, mais pourquoi tu ne le fais pas? Et là, j'ai eu un moment d'absence, parce que effectivement, tout dans ma carrière m'avait amené sur des grands groupes, des grandes organisations. L'idée de me retrouver dans un basement à Washington avec un papier et un crayon à me dire je vais changer la finance, ce n'était pas complètement trivial. Et à partir de là, le raisonnement était comment est-ce qu'on crée les outils qui vont nous permettre d'aller dans cette direction? Et notamment de partir de cette partie de la planète qu'on ignore, et de plus en plus après le Covid, qui sont les pays émergents en développement. La bataille du climat, on ne va pas se raconter d'histoire, elle ne sera pas gagnée ou perdue en France. Elle ne sera même pas gagnée ou perdue en Europe, elle sera gagnée ou perdue au Nigeria, en Inde, au Brésil, etc. La bataille de la biodiversité, c'est pareil, et je peux les lister un par un. Or, qu'est-ce qui se passe? On a des milliers de milliards de dollars qui s'investissent à taux zéro en Europe pour toutes les bonnes raisons, dans cette salle, vous les connaissez, au lieu d'aller s'investir là-bas. Et au total, comme on n'a pas le développement qu'on veut dans ces pays, on finit par construire des murs et mettre des bateaux en Méditerranée. Alors évidemment, c'est un sujet à 50 ans et on ne va pas y arriver, et donc pour l'instant, les murs et les bateaux, il faut le faire. Mais je pense qu'il faut mettre en place les outils. Fanny l'a très bien dit, la finance, c'est un outil merveilleux. Sainte-Thérèse d'Avila disait fort justement, une grande économiste, l'argent est un excrément du diable et un merveilleux engrais. Eh bien, c'est exactement ça. La finance, ça permet de se projeter au loin et ça permet de se projeter dans le temps, comme l'a rappelé Fanny. Et donc, il faut que la finance nous aide à aller au-devant de ces questions-là. Et donc, Blue Like an Orange, c'est comment trouver des moyens de financer de la santé, de l'éducation, de l'accès au crédit, de l'agriculture dans ces pays-là, de mobiliser des ressources dans ces pays-là, et d'une certaine manière d'avoir sur cette approche résiliente et durable une approche véritablement inclusive. Le risque, pour le coup, qu'on prend aujourd'hui, c'est qu'on est très bien entre nous ici, et qu'on devienne les bobos de la planète. C'est-à-dire qu'on va définir ce que c'est qu'une belle et bonne économie, et qu'on va dire au reste du monde, écoutez les gars, soit vous faites comme nous, soit vous n'avez plus d'argent.
Et c'est le risque des réglementations européennes qu'on prend, etc. Et le risque, si on devient les bobos de la planète, sans remuer de couteau dans la plaie de qui que ce soit ici, c'est qu'on crée les gilets jaunes de la planète et que les gens en face vous disent « vous êtes sympa, vous avez utilisé les réserves de la planète depuis 200 ans de manière extrêmement agressive, il en reste un peu aujourd'hui et vous voulez qu'on serre la ceinture avec vous ?» Il faut peut-être trouver une autre solution. Donc voilà d'où je viens. Et ma conviction aujourd'hui, ça c'est mon job de jour, mon job de nuit, c'est de jour, c'est qu'avec le fonds comme Fanny, on peut faire des choses dans le système tel qu'il est aujourd'hui. Mais alors si j'ai une conviction qui est extrêmement forte, c'est que le système tel qu'il est aujourd'hui ne nous permettra pas d'aller de manière structurelle et sérieuse dans la direction qui est la nôtre. On aura des exemples, on aura des anecdotes, on va bouger à la marge, mais tant qu'on ne rentrera pas dans le cœur de nos modèles, et le cœur de nos modèles, je vais prendre deux formules. La première, c'est Milton Friedman, que tout le monde connaît dans cette pièce, 1970, 13 septembre, c'est amusant comme débat, c'est la question de savoir s'il fallait que General Motors ouvre son conseil à des représentants du public interest, ce qu'on appelle les stakeholders ou les parties prenantes aujourd'hui. Réponse de Friedman, certainement pas, c'est pas le job des entreprises, c'est traité ailleurs. L'objet de l'entreprise, c'est d'accroître son profit et uniquement. Le reste serait du socialisme chimiquement pur, ce que aux États-Unis à l'époque était un très très gros mot. Et derrière, c'est toute l'industrie financière qui se structure dans les années 50 à partir de Chicago et de plus en plus avec la financiarisation de l'économie autour du couple risque-rendement. Ce système-là, il touche ses limites. Il a été merveilleusement productif, les années 70-80, c'est un peu le consensus de Washington. Il a montré toutes ses limites avec la crise financière. On ne l'a pas réparé. On continue à vivre avec ça, malgré les taux zéro, malgré les cryptocurrencies, malgré tout ce qui se pose comme question à la finance. Aujourd'hui, il faut reposer ces questions. Quelle finance on veut aujourd'hui? Et je dis, c'est ce que j'ai dit dans mon bouquin, il faut passer d'un modèle risque-rendement à un modèle risque-rendement-impact. Et donc, passer à un système où l'objectif n'est pas de faire du profit une fin en soi, mais du profit un moyen en vue d'une fin. L'objet de l'entreprise, c'est de trouver des solutions profitables dans un contexte de risque, d'appréhension des risques donnés. Et le profit étant légitime, à ce moment-là, il retrouve toute sa valeur. Et on recrée, et c'est là qu'on passe d'un système comptable, d'un mode de rémunération, tout ce qui fait notre vie quotidienne, qu'il faut transformer. Ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que ce sujet-là va nous prendre 20 ans, que c'est très compliqué, que c'est pas très drôle. Un des membres de votre gouvernement m'avait dit « mais je ne vais pas aller à TF1 parler des normes comptables ». Je dis bah, « oui, il faut peut-être trouver un court-circuit ». Ces sujets-là sont très sérieux, et moi, tant qu'on ne rentrera pas dans le dur, qu'on ne posera pas sa trousse à outils, qu'on n'ouvrira pas le moteur et qu'on ne fera pas les réglages, je pense qu'on va se raconter des histoires. L'ESG, c'est formidable, je dis souvent, l'ESG, c'est la première marche sur l'échelle de Jacob, qui en a une infinité. Il faut commencer, et c'est très bien, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, mais je pense qu'il faut être sérieux et aller très au-delà. Et je pense que l'Europe a une responsabilité particulière dans le monde. J'ai déménagé aux États-Unis il y a quelques mois, ils sont très loin sur ces sujets. On a une responsabilité pour qu'on ne nous l'impose pas de l'extérieur, et pour qu'on s'engage avec les pays émergents. Quand vous dites qu'ils sont très loin, ils sont très loin en avance ou en retard? Non, en retard. Ça ne les intéresse pas. Enfin, il y a très peu de mobilisation américaine sur ces sujets d'impact, d'environnement, etc. J'étais hier avec un milliardaire américain au téléphone qui me dit « Tu comprends, on gagne tellement d'argent sur les marchés tels qu'ils sont aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'irais m'embêter à faire du développement durable ?» Bonne question. Je mets des guillemets. Bonne question. Oui, c'est une bonne question. Parce que dans le système tel qu'on est aujourd'hui, le développement durable n'a aucune valeur. Le système ne récompense pas ceux qui vont dans la bonne direction et ne punit pas ceux qui vont dans la mauvaise. Donc ça n'empêche pas de le faire. On peut, heureusement, on est là pour prouver qu'on peut faire des bonnes choses. Mais le problème, c'est qu'on ne change pas le monde juste avec des pionniers. À un moment, il faut des règles, il faut des normes, il faut toute une série de choses qui font que finalement, ça devient une routine. Et je pense qu'on est très loin et il ne faut pas se raconter d'histoire. On n'est pas assez avancé pour se dire cette économie résiliente et durable est là. Houellebecq avait eu ce mot complètement déprimant, vous vous souvenez peut-être au début du Covid, en disant « vous précipitez pas sur le monde d'après, c'est le monde d'avant en pire ». Bon, j'espère qu'on va être là pour démontrer le contraire. C'est pour le démontrer, il va falloir bosser. C'est un moment d'optimisme délirant, grand spécialiste. Merci beaucoup, Bertrand Badret. Je vais revenir sur les risques et peut-être la question s'adresse à Édouard Philippe, mais peut-être aussi à vous, Philippe Ogier. On a assez peu parlé des réseaux sociaux cet après-midi, qui sont devenus un risque considérable et pour l'instant non maîtrisé. Est-ce que c'est un sujet précisément dont on pourra essayer de limiter les effets ou qu'on pourra essayer de réguler dans un avenir visible? Je ne sais pas si les réseaux sociaux, c'est un risque. La dénonciation, le harcèlement, la rumeur, c'est pas né avec les réseaux sociaux. Non. Ça s'amplifie, mais c'est pas né avec les réseaux sociaux. Donc, je suis pas sûr que les réseaux sociaux
par eux-mêmes soit un risque. Donc voilà. Après, ce qui est vrai, c'est que leur développement ne me paraît pas s'être traduit par une amélioration du débat public. Voilà. Ça, on peut le dire, je crois. Ouais, je crois. Et l'affaissement du débat public, c'est un risque. Alors ça, pour le coup, pour les démocraties, l'affaissement du débat public, c'est un vrai risque. Je prends un exemple, parce que il se trouve que j'en parlais hier avec un autre élu normand, Bernard Cazeneuve. Vous avez dans les réseaux sociaux, et notamment dans les algorithmes qui les font fonctionner, tout le monde le sait ici, peut-être d'ailleurs que certains en usent, des mécanismes qui font qu'à la fin, vous recevez toujours la même chose. Ouais. Et donc, ce vieux processus politique de segmentation des publics se trouve désormais non plus dirigé par ceux qui pourraient en avoir intérêt, mais simplement par les personnes qui, consciemment ou inconsciemment, s'inscrivent eux-mêmes dans une logique d'enfermement. Et donc les réseaux ne sont plus du tout sociaux. Ils sont la répétition du même. La constitution de communautés conscientes ou inconscientes qui pensent la même chose, ou en tout cas qui sont de plus en plus soudées autour des mêmes informations. Voilà. Et bien ça, pour le tissu national, pour la nature du débat public, pour la capacité à échanger des arguments et à être dans la discussion, et c'est indispensable pour la démocratie, c'est redoutablement dangereux. Redoutablement dangereux. Ça, c'est un risque. Donc je ne dis pas que c'est les réseaux sociaux le risque. Ce que je sais, c'est que tout ce qui affadit le débat public, tout ce qui l'abaisse, est un risque démocratique. Et ça n'est pas un risque théorique. Nous ne vivons pas dans un monde... et d'ailleurs, ce qui est très étonnant, c'est qu'il y avait peut-être, il y a 30 ans, on pensait que ça n'était pas un risque, l'affaissement de la démocratie. Aujourd'hui, si. Nous le savons. Il y a d'autres modèles qui paraissent mieux à même de concilier la prospérité, la croissance et une forme de liberté individuelle, qui n'est certainement pas la liberté publique, mais qui est une forme de liberté individuelle, en tout cas d'autonomie individuelle. Donc il y a d'autres modèles aujourd'hui que le modèle démocratique qui semblent efficaces. Donc l'affaissement du débat, oui. Et ça, ça pour moi, c'est un risque majeur. Ouais. Et il n'est pas incertain. Nous avons vu tous ici là, des images de types qui prenaient le Capitole. Hein. Oui. Il y a à la fois, pardon, si je peux essayer de compléter ma question, il y a à la fois ce que vous disiez sur l'affaissement du débat, ce risque naturellement très important. Il y a aussi la création de bulles de vérité, de ce qu'on appelle la vérité alternative, qui font que ces gens-là qui regardent toujours la même chose vivent dans un monde qui n'est pas le vôtre, par exemple vous les décideurs politiques. Il vous dirait que c'est nous qui vivons dans la bulle. D'ailleurs, vous aussi, vous vivez dans une bulle, Nicolas Bétou. Ouais. On est toujours dans la bulle de quelqu'un, hein. Ou plus exactement, on est toujours dans une bulle pour quelqu'un d'autre. Et le problème, c'est qu'une nation, ce n'est pas une addition de bulles. Parce que l'addition des bulles, c'est une forme de communautarisme, hein. Et ça, c'est un danger. Mais à l'inverse, les réseaux sociaux, s'ils sont accélérateurs, c'est simplement du fait que chaque personne peut parler au monde entier. Et ça aussi, c'est un danger, parce que ça crée immédiatement une trace qui peut être prise, qui crée la polémique, qui crée et qui n'est absolument pas, ce qui n'est absolument pas contrôlable, et c'est le principe des fake news. En tout cas, je peux vous dire que chez les entrepreneurs qu'on accompagne, c'est un sujet qui est très important, parce que la e-réputation, aujourd'hui, est un élément de compétitivité. C'est-à-dire que vous pouvez mettre 100 ans à créer une marque, elle peut disparaître en un an. Si vous ne maîtrisez pas les réseaux sociaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a toute une génération de dirigeants qui ne maîtrisent pas ces outils-là, qui n'y est pas. Et si on n'y est pas, si on n'y prend pas la parole, si quelque part on n'est pas acteur de cette réputation, eh bien on peut effectivement se faire balayer parce qu'il y a finalement un débat qui s'auto-entretient, mais isolément. Et moi, ce que je pense, c'est pour les entrepreneurs, il faut y aller et il faut se confronter à ça, il faut se former, il faut faire de ses collaborateurs des ambassadeurs. 2, il y a un sujet, et là c'est la fille d'institutrice qui parle, qui est celui de l'école et de comment l'école en fait forme à l'esprit critique. Ouais. Et parce que j'ai eu la chance de passer 1 an dans une université américaine, c'était très court, mais si ça m'a appris quelque chose, c'est qu'en France, pour être bon élève, il faut faire comme on a dit,
Et donc, il y a ce sujet conformiste. Et j'ai coché toutes les cases. Hein. J'ai fait bien comme Brillamment, on a dit. J'ai été jusqu'au concours. Hein. Mais ça ne m'a pas empêché d'avoir retenu ce que j'ai appris aux États-Unis. Moi, je fais ce qu'il faut jusqu'au concours pour avoir le concours, mais je garde toujours l'esprit critique. Et ça, c'est un vrai sujet, je pense, pour la France et l'Europe. Si je peux juste rebondir, parce que... Pardon. Sur ce que vous disiez sur le 6 janvier, j'ai eu la chance de vivre à Washington, donc de vivre l'expérience Trump sans filtre. Et j'étais interrogé la semaine dernière sur quel est pour vous le plus gros risque aujourd'hui. Et j'ai répondu un peu spontanément, alors peut-être marqué par ce que j'ai vécu aux États-Unis. Que devient l'Occident si son centre, les États-Unis, devient une démocratie dysfonctionnelle ? Je pense qu'on a malheureusement fait quelques pas dans cette direction, que ça risque de s'accélérer cette année et encore plus en 2024. Et je pense qu'on a collectivement toute une série de questions à se poser. Il y a des modèles alternatifs. Si notre modèle devient absolument plus attractif, comment ça se passe ? Et comment toute la discussion qu'on a justement sur le modèle résilient et durable, on en fait profiter le reste de la planète ? Je pense qu'on est face à quelque chose d'extrêmement grave, que j'ai touché du doigt à Washington et en traversant ce pays de part en part. Et les réseaux sociaux ont eu leur part, mais pas que les réseaux sociaux. Ça a accéléré des phénomènes de dislocation anciens. Merci beaucoup. Je voudrais poser une dernière question à Édouard Philippe, au Premier ministre, à l'homme politique, à l'ancien Premier ministre et à l'homme politique. Joachim Müller, tout à l'heure, expliquait que la politique de son entreprise, aujourd'hui premier assureur des grands risques et du corporate en Europe, ne pouvait plus assumer les risques, alors bien sûr du type de celui de la pandémie, mais les risques incroyables, les risques unbelievable, les risques qui sont littéralement démesurés. Ce qui arrive à un modèle de couverture du risque où le privé soit s'assure lui-même, soit fait appel à des assureurs pour les risques, même immenses, mais maîtrisables, et ensuite à la puissance publique, à l'État, aux États, pour le reste. C'est un schéma qui est vivable ? D'abord, je vous dirais que volontiers que ce n'est pas complètement nouveau. C'est pas complètement nouveau. Le fait qu'il y ait des risques qui soient difficilement assurables, ça ne vient pas d'être inventé. Enfin, je crois. Il se trouve que de l'autre côté de l'eau, on a reçu quelques bombes pendant la guerre. On a rasé totalement la ville. Bon, la solution à la reconstruction, elle n'a jamais été simplement dans vous étiez assuré, elle a été dans l'intervention de la puissance publique. Donc, je ne crois pas que ce soit quelque chose de radicalement nouveau. Est-ce qu'aujourd'hui, on doit créer des solutions nouvelles parce que il y aurait une différence de degré ? Peut-être, oui. Peut-être. Ça, je ne sais pas. Et c'est sans doute le sens de ce que voulait dire le précédent intervenant. Mais je ne crois pas que ce soit totalement neuf. Et je pense que c'est assez sain, d'une certaine façon, qu'il puisse y avoir ce dialogue et la définition commune de solutions d'assurance. Ça ne me choque pas. Et ça me paraît... indispensable. Voilà, indispensable. Merci beaucoup. Et juste un mot peut-être, pardon, parce que la tonalité quand même du risque, du risque sur le débat public, la démocratie était un peu rude. Donc je redis à toutes celles et ceux d'entre vous qui voudraient un petit peu respirer, et se réjouir, que de l'autre côté de la Seine, il y a une ville extrêmement accueillante aussi. Merci beaucoup.